C'est un jour particulièrement intéressant quand vous vous réveillez au centre spatial Kennedy et que vous allez dans l'espace ce jour-là. Mais pourquoi feriez-vous ça ? L'homme que vous êtes sur le point de découvrir a passé plus de 166 jours dans l'espace. La seule question c'est, est-ce que vous avez 5 minutes pour écouter ce qu'il a à dire? Bon, je vais aussi parler un petit peu si vous avez 2 minutes de plus. Son nom c'est Chris Hadfield, et vous l'avez compris, c'est un astronaute. Enfin, il est à la retraite maintenant. Et du coup, il profite de son humble retraite pour partager sa vision de la vie avec une bande d'ignorants. Nous, c'est parti. Ah oui, et j'ai oublié le plus important, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous êtes coincé dans une situation. Vous ne le savez pas encore, mais vous êtes déjà coincé dans cette situation. Aujourd'hui, vous allez prendre conscience de quelle est cette situation et pourquoi vous y êtes coincé, et vous allez également comprendre pourquoi vous ne pourrez jamais en sortir. Voilà, j'en dis pas plus. Je me demande quel genre d'effet ça vous fait. Je sais que vous avez passé 166 jours dans l'espace et que vous aviez continuellement les yeux sur cette masse. Comment cela vous a-t-il changé? J'ai récemment regardé le film Rome. C'est l'histoire d'une femme qui s'est fait kidnapper et qui a servi d'esclave et qui a ensuite accouché dans ce petit hangar au milieu d'un jardin. Une histoire horrible. Mais j'ai réalisé que cet enfant qui est né dans cette pièce n'avait vu le monde qu'à travers la fenêtre du toit de ce petit endroit extrêmement étroit. Elle avait une perspective sur le monde, mais tout son monde se résumait à une pièce. C'était ce petit espace-là et les images à la fois réelles et irréelles de la télévision à laquelle elles avaient droit, et puis le petit aperçu du ciel, c'était ça sa conception du monde. Dans la réalité, chacun de nous vit de cette façon. Notre pièce est juste un peu plus grande, ou peut-être que la fenêtre à travers laquelle on voit le ciel est un peu plus grande. Mais essayer de voir le monde dans son intégralité, c'est pratiquement impossible. Peut-être qu'on peut regarder, vous savez, un documentaire, ou on peut lire un livre de voyage, ou on peut regarder un livre illustré, ou on prendra l'avion pour aller quelque part et encore ailleurs, et on commence à rassembler certains des morceaux qui constituent réellement notre planète. Mais j'ai eu la chance d'emprunter en quelque sorte le meilleur des moyens de transport que nous ayons jamais inventés, et d'embarquer à bord d'une fusée et faire le tour du monde en 92 minutes. Et pas qu'une seule fois, parce que ce serait juste un documentaire de voyage, mais faire le tour du monde 100 fois, et puis 1000 fois. Et pas seulement faire le tour du monde, mais faire le tour du monde 16 fois par jour, qui lui-même tourne en dessous de vous, donc chaque tour est comme un nouveau voyage de découverte. Et l'angle entre vous et le soleil et le monde, à cause de votre vitesse, change constamment. Et les saisons changent. Je suis allé d'un côté du soleil à l'autre à travers le système solaire quand j'étais dans la station spatiale, j'en ai fait le tour. Et vous voyez l'hiver et l'été s'intervertir dans le monde. Et donc, à chaque tour, vous voyez le monde un peu plus pour ce qu'il est vraiment, plus clairement. Vous commencez à voir le monde pour ce qu'il est réellement, c'est-à-dire une pièce, mais dans son intégralité, c'est un endroit. Cette chose tout entière est juste notre pièce collective que l'on partage. Et presque personne ne comprend ça, parce que nous ne sommes capables de l'assimiler que dans les limites des lieux que nous connaissons. Mais ça ne m'offre pas nécessairement une étrange révélation ou m'impose n'importe quelle obligation de changer le monde, mais je pense que ça me donne effectivement une perspective que je sens le besoin d'essayer de partager. Et donc j'éprouve la responsabilité de faire de mon mieux pour permettre aux autres de voir ce qu'il y a au-delà de leur pièce en m'appuyant sur les choses que j'ai vues. Et je pense que nous, collectivement, sommes plus à même de prendre de bonnes décisions pour nous-mêmes et pour l'endroit où nous vivons, lorsque nous voyons plus clairement cette chose dans son intégralité comme un seul espace. Mais ensuite, la vraie question, c'est si vous sentez que quelque chose vous a un peu éclairé l'esprit, ou si vous avez une pensée que la plupart des gens n'ont pas eue, est-ce que vous souriez juste en secret, ou est-ce que vous essayez de peut-être la partager avec quelqu'un que vous aimez, ou de l'écrire, ou de prendre une photo, ou avec les réseaux sociaux, de dire « Hey, j'ai pensé à quelque chose de très intriguant, quelqu'un d'autre a-t-il déjà pensé à ça ?» Et je pense que la compréhension collective est la chose qui nous rend le plus fort.
Personnellement, j'adore l'allégorie de la caverne. Pourquoi? Parce que on a beau comprendre cette allégorie, on en sera quand même victime. Mais avant d'aller plus loin, qui est-ce qui a inventé l'allégorie de la caverne? Eh ben c'est personne d'autre que le philosophe antique Platon. Et où est-ce qu'il l'a inventé? Eh ben nulle part ailleurs qu'en Grèce classique. Mais là n'est pas la question. Qu'est-ce que l'allégorie de la caverne? Eh ben c'est simplement cette idée, cette image créée par Platon, où une famille se trouve dans une caverne depuis leur naissance. Et du coup, tout ce qu'ils connaissent, c'est les ombres qui sont en face d'eux, sachant qu'ils sont dos à une pierre, et que derrière cette pierre, et ça je viens de le voir, et du coup je suis assez choqué, je le cache pas, mais derrière cette pierre, il y a 4 mecs qui sont en train de tenir des formes, et ils ont aussi fait un feu, et du coup le feu éclaire ces formes, et ça crée une ombre sur le mur, et les gens ne savent pas que c'est des gars qui font ça derrière, et ils pensent du coup que c'est le monde réel. Franchement, c'est un peu tordu comme histoire. D'ailleurs, voilà l'image, hein. Et du coup, ces gens qui n'ont jamais vu le monde réel pensent que les ombres sont l'ultime réalité. La réalité ultime. Jusqu'à ce qu'un des jeunes dans la caverne arrive à s'échapper des menottes, parce que oui, les gars, ils menottés. On est avant Jésus-Christ, mais ils avaient déjà des menottes. Et il s'échappe de la caverne et il réalise qu'il y a un monde en dehors de cette caverne. Et que la caverne n'était pas le monde dans sa globalité. Il retourne dans la caverne et il essaye de convaincre sa famille. Mais sa famille ne veut rien savoir. Ils lui disent, mais non, arrête tes histoires, tu nous racontes n'importe quoi. Le monde, il est ici et maintenant. Alors t'arrêtes de nous faire chier avec ton monde extérieur et tu viens t'asseoir, on a des ombres à regarder. Mais non, j'ai pas encore envie de regarder ces ombres, on fait que ça. Et en plus, tu dis que c'est pas réel. Mais tu fermes ta gueule. Tu regardes les ombres. Tu finis ton assiette. C'est pas ça la vraie vie. Cet enfant s'est donné un mal fou à essayer de convaincre son père et sa famille qui ne voulaient rien savoir. Comme moi avec vous. Comme vous avec vos parents. Comme vos parents avec leurs grands-parents. Comme. Cet enfant s'est donné un mal fou, mais il n'a pas réussi à convaincre son père. Pourquoi? Bah parce que son père, en fin de compte, peut-être qu'il était attaché à ce faux monde. Peut-être qu'il voulait pas que ce soit un faux monde. Peut-être que c'était une autre raison. Peut-être que si on vous disait maintenant que vous pouvez faire le même saut de compréhension, peut-être que c'est pas ce que vous voudriez. Parce que ça inclurait l'idée de devoir abandonner tout ce que vous croyiez être vrai auparavant. Et d'abandonner ça, ça donnerait l'impression de s'abandonner soi-même. Parce que je suis peut-être rien d'autre que l'ensemble de mes croyances. En tout cas, la voix qui parle à ma place. Alors je ne sais pas ce que vous feriez, mais moi je peux vous dire une chose. Dans tous les cas, même si vous sortez de la caverne, il y a une autre caverne. C'est des cavernes dans des cavernes, cette allégorie de la caverne. Parce que, fondamentalement, votre compréhension de la vie est totalement à côté de ce que la vie pourrait être. Et je ne suis moi-même incapable de vous dire qu'est-ce que la vie. Parce que je pense que de vouloir dire ce que c'est est échouer par défaut. Là, ça va devenir très philosophique, donc on va pas aller forcément plus loin. Mais réalisez que l'allégorie de la caverne est un concept infini, dont personne ne sera jamais capable de se libérer. Mais tu vois, on s'appuie sur du bon sens. Là, ça tente plus, mais... Le bon sens, c'est ce qui nous empêche de sortir de cette allégorie. Qu'est-ce que le bon sens? Qu'est-ce que la pensée? Pour résumer en une phrase l'allégorie de la caverne, je dirais, vous savez tout sur ce que vous savez, et vous ne savez rien sur ce que vous ne savez pas. Du coup, partez toujours du principe que vous ne savez rien. Ça vous donnera plus de chances d'en savoir un peu plus. J'étais dans ma première sortie spatiale, j'étais avec un homme qui s'appelle Scott Parazinski. Lui et moi sommes sortis dans l'espace. Et je travaillais, et d'un seul coup, j'ai eu une douleur extrême à l'œil gauche, et il ne fonctionnait plus, il s'est brusquement fermé. Et vous ne pouvez pas le frotter, vous ne pouvez pas l'atteindre, parce qu'il y a un casque. Donc je me suis dit, ok, vous savez, je reste fort, qu'est-ce que je peux faire? J'ai quelque chose dans l'œil, je ne peux pas le retirer. Je pourrais appeler Houston, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Vous savez, ils vont juste dire, et alors? Tu peux faire avec? Donc je suis juste resté calme, j'ai fait avec. Mais les yeux se remplissent très vite de larmes pour combattre les impuretés qui s'y trouvent, mais les larmes ne coulent pas parce qu'il n'y a pas de gravité. Donc, comme si j'avais commencé à pleurer, mon œil est rempli de larmes. Mais vous pouvez voir que ça forme juste une boule sous mon œil. En fait, je peux même rajouter de l'eau. Et donc si vous continuez à pleurer, vous finissez avec une boule d'eau de plus en plus grosse dans votre œil. Donc vous avez juste cette boule de plus en plus grosse d'eau impure, peu importe ce que c'était, jusqu'à ce qu'au final, la boule soit si grosse qu'elle traverse l'arête de votre nez et contamine votre autre œil à cause de la tension de la larme qui coule de l'autre côté. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment aveuglé, je ne pouvais plus rien voir d'aucun œil. Ça peut être un moment assez terrifiant si vous n'y êtes pas préparé. Mais la réalité, c'est comment se préparer pour les choses susceptibles de mal tourner. C'est ça la vie en quelque sorte. C'est quand des choses surviennent, dans quelle mesure êtes-vous prêt à y faire face? Ou est-ce qu'elles ont juste chamboulé vos plans et ce que vous espériez faire dans la vie? Mais Scott et moi avions passé toutes les différentes formations, toutes les visualisations qui nous venaient en tête. Donc quand
j'étais réellement aveuglé, ce n'était pas si terrible. Parce que je pouvais toujours parler et entendre, et Scott et moi parlions et je tenais bon, c'est juste que je ne voyais rien. Et ça n'aurait pas été si dur de me ramener dans le sas si c'était la seule chose qu'on pouvait faire. Si on est dans une course, qui est-ce qui gagne la course? Le meilleur? Non. Le plus talentueux? Non. Celui qui a les plus longues jambes? Non. Celui qui est le plus préparé. Celui qui est le mieux préparé. Et c'est la même chose dans un jeu infini, comme la vie. La course est un jeu fini, la vie est un jeu infini. Qui s'en sort le mieux dans le jeu infini? Bah c'est pareil, celui qui est le mieux préparé. Donc préparez-vous, et une fois que vous êtes prêts, restez prêts. Et dites-vous bien que la meilleure chose à faire dans la vie, sachant que ça peut partir en cacahuète, hein, la vie, c'est une sacrée aventure et vous le savez. Le but de cette vie, du coup, pour ceux qui veulent survivre, sera d'utiliser les bons moments et les moments faciles pour se préparer pour les moments difficiles. Soyez stoïque, en d'autres termes. Mais on a ouvert le trou d'aération sur le côté de mon casque, et on a laissé mon oxygène s'échapper dans l'univers pour que, avec un peu de chance, ça s'amoindrisse, et que ça me dégage les yeux aussi vite que possible. Mais à la fin, mes yeux me piquaient, et je ne voyais pas bien. Mais je voyais assez. Peu importe ce que c'était amoindri et c'était évaporé de mes yeux. J'ai arrêté de laisser mon oxygène s'échapper dans l'univers, ce qui a été une valve agréable à refermer, et on a repris le travail. Et le reste de la sortie dans l'espace n'était pas facile non plus. Je me disais, je sais que ça ne va pas bien se passer. Ça va mal se passer. Mais à la fin, quand on a enfin... Scott est rentré, je suis rentré, j'ai fermé la trappe, j'ai commencé à pressuriser le sas, et on a réussi, et tout a été fait. D'après mon expérience, les choses se passent rarement parfaitement. Même si vous le voulez, ça arrive que ça tourne mal, c'est la vie. Ça tourne mal. Vous essayez d'arriver à l'heure à une réunion et il y a des bouchons ou vous avez un pneu crevé. Les probabilités sont plutôt grandes pour que vous ayez un pneu crevé ou que vous soyez coincé dans les bouchons ou autre chose. Et je ne dis pas que vous devez investir énormément de temps pour vous y préparer. Une seule fois, vous pouvez vous dire « À un moment dans ma vie, j'aurai un pneu crevé avec cette voiture. Je vais juste prendre les 5 prochaines minutes pour m'assurer que j'ai tout ce qu'il me faut. » Et ensuite, pour le reste du temps où vous conduisez votre voiture, vous pouvez vous dire « Je ne veux pas avoir un pneu crevé, mais ça pourrait arriver un jour. Si ça arrive, j'ai tout ce qu'il me faut, je sais le changer, c'est bon. » Et passer à la chose suivante. Et en quelque sorte, je gère tout ce qui se passe dans ma vie comme cet éventuel pneu crevé. Et j'essaye d'utiliser le temps que j'ai en amont pour pouvoir y être préparé. Et donc personnellement, je n'avance pas dans la vie en me disant « Ouh, j'espère que je n'ai pas un pneu crevé parce que je ne saurais pas quoi faire », ce qui, je pense, vous donnera un ulcère. Je préfère largement avancer dans la vie en me disant « Si ce problème survient, je sais quoi faire ». Et je pense que vous profitez mieux de la vie comme ça. Vous n'avancez pas dans la vie en étant tendu et anxieux à cause des choses que vous ne savez pas faire. Si cette vidéo t'a plu, je pense que c'est le moment de lâcher un pouce en l'air, de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, pour louper aucune de nos vidéos motivantes, inspirantes et autres. On va venir avec plus de concepts et des nouveaux formats dans les jours qui viennent, donc restez bien connectés. Et si vous voulez voir ce qui s'est passé pendant le tournage, on a dû faire face à une situation d'urgence. Je vous laisse regarder et je vous dis déjà au prochain épisode. Bisous. Problème d'urgence, une coccinelle orange vient de se coincer dans cette lumière. Et vous savez comment on est. On a le cœur sur la main, nous aussi. On va la sauver. Viens. Non. Ah voilà. Cette petite est dans l'allégorie de la caverne. Elle ne veut pas sortir. Elle ne veut pas sortir. Elle n'a aucune idée d'où elle se trouve en réalité. Mais elle a la chance que les gens et les autres qui l'entourent, soient gentils. On va la sauver en direct live. Et on va vous la montrer. Et après, on va la laisser se reposer. Non, tu verras jamais être dans la lumière de toute façon. Toi, reste dans la simplicité parce que cette vidéo, elle sera finie demain soir. C'est quoi c'est... Viens. Je te jure, on t'aide. Viens. Viens. Oui. Oui. We have it. Ok, j'avoue, je suis pas très à l'aise avec les insectes. Ok. Elle mérite de se reposer. Ça, c'est moi qui vous le dis. Ok, ouais. Je vais la mettre sur le petit bonsaï. Voilà. On a sauvé une coccinelle. Ah. Aussi, n'oubliez pas d'être gentil avec les plus faibles. Ils ont besoin de vous. Et n'oubliez pas que c'est lorsque vous avez peur de quelque chose que vous êtes le plus dangereux. Voilà.